Entre la veille et le rêve, entre l'imaginaire, les nuages et les brumes, mystère de la nuit, incantation magique. Nous sommes dans un espace interstellaire, en dehors de ce monde. C'est justement ainsi que nous abordons notre émission d'aujourd'hui portant sur l'art de la miniature à l'époque romantique. Qu'entend-on par miniature? Capter un instant d'une façon très intense, concentrer l'expression la plus vivante et la plus vibrante en espace de quelques mesures ou presque. C'est l'art de la miniature. Et à l'époque romantique, elle répond à un besoin profond de la contradiction et de l'intimité. Justement, je voulais aborder ce sujet aujourd'hui en présentant ce Lied de Schumann, Mondnacht, avec ce thème très cher au poète de la génération de Schumann, qui répond d'une façon symbolique à la fois à cette préoccupation profonde pour les mystères de la nuit et d'autre part le besoin d'expression très concentrée et très dense par la voix, par le chant et par le piano. L'époque romantique avait un certain nombre de paradoxes avec lesquels il s'en sortait très bien, même si aujourd'hui nous cherchons à comprendre d'où venaient ces paradoxes. L'un de ces paradoxes est le goût des très grandes formes, des formes monumentales, symphoniques, et d'autre part le goût des petites pièces d'orfèvrerie. Et ces pièces d'orfèvrerie sont destinées soit pour la voix ou alors au piano. Dans ces deux domaines, il y a un cheminement parallèle donc de ces miniatures que nous pouvons suivre de façon tout à fait analogue. Et c'est ce que je voudrais proposer aujourd'hui. En polyphonie, je voudrais dire, dans un premier temps, suivre le cheminement de l'art de la miniature vocale, donc le lead par excellence, et dans un deuxième temps, aborder le même genre, mais pour l'instrument, pour le piano. Mais avant un peu d'histoire, où la miniature trouve-t-elle ses racines? La miniature comme telle existe dans la musique depuis toujours. Ce qui est différent, c'est l'esprit, la conception que le romantisme lui a donnée. Notamment dans l'art vocal, le Lied, dans la tradition allemande, est là depuis l'époque médiévale. Les Minnelieder sont bien connus, les Meistersinger ont eu également un très beau répertoire. Et puis le XVIIIe siècle, Carl Philipp Emanuel Bach, Mozart, ils ont tous fait de très beaux lieder, mais leur destination était beaucoup plus légère, psychologiquement parlant et musicalement aussi. Or, début XIXe siècle, on peut dire que Beethoven sera aussi un moment charnière, mais Schubert, son contemporain, donnera le coup d'envoi au Lied. Eh bien, c'est avec Schubert que nous retrouverons les premiers chefs-d'œuvre, les premiers modèles. Il n'y a pas vraiment eu de recherche ou de préparation, d'exploration. Schubert donnera immédiatement le signe de départ et c'est ainsi que nous aborderons de plein pied ce domaine fascinant. C'est d'ailleurs un Lied de Schubert que vous voulez nous faire entendre maintenant. En effet, en Die Musik, l'hymne à la musique, un autre symbole de l'époque romantique, c'est la musique qui est au centre parmi tous les arts. Elle privilégie justement ce que le romantisme apprécie le plus, c'est l'indicible, un autre paradoxe dans la musique vocale. Des Lebens
C'est un hymne à la musique que nous venons d'entendre, An die Musik de Schubert, interprété ici par Nathalie Paulin, soprano, et accompagné au piano par Louise-André Barry. Quelles sont les caractéristiques du lied allemand? C'est un genre tout à fait germanique. Signe évident, il n'y a pas moyen de traduire l'expression comme telle en une autre langue. C'est vraiment le phénomène très original et propre à l'Allemagne. Les mélodies françaises ou les romances ne sont pas du même genre. Peut-être qu'on pourrait toujours faire une comparaison, mais l'esprit même et l'orientation, l'inspiration sont tout à fait dans un autre esprit, dans un autre climat. Le lied allemand est cette rencontre miraculeuse entre la poésie et la musique. La réponse à l'idéal annoncé déjà au seuil du romantisme d'union des arts. Alors, commençant par la poésie et la musique, et nous poursuivrons le chemin, on cherchera à réunir tous les autres dans un même ensemble, synthèse magnifique. Cependant, dans le lied, la préoccupation du musicien autant que du poète, c'est d'établir une symbiose, un équilibre entre le verbe et le son de façon à créer un instant magique. Et c'est ce que le lied romantique allemand réussit en partant de Schubert, en partant de son premier lied qui est Marguerite au Rouet, avec celui que nous venons d'entendre, et peut-être le plus beau qui soit, peut-être un drame, une tragédie en musique en quelques instants. L'exemple que je voudrais vous proposer, c'est Le Roi des Aulnes, Erlkönig en allemand, qui nous propose ici quatre personnages qui narrent une ballade nordique assez hallucinante. Quatre personnages sont présents sur scène et un seul interprète nous suggère leur dialogue, la situation dramatique qui existe entre les quatre personnages, et la légende dit au fond que le roi des elfes, lorsqu'il touche un être humain, il est voué à la mort. Et c'est ce récit-là qui est présenté grâce à Schubert d'une façon très suggestive, le piano vibrant avec cet accompagnement qui est vraiment une hallucination, et chacune des voix qu'on entend sonnent de façon différente pour chacun des personnages. Le lied se termine par tout juste quelques mesures de récitatif qui concluent le récit. Absolument pas besoin de raconter l'anecdote, elle se comprend toute seule à travers la musique. Alors allons retrouver Bernard Levasseur, baryton, accompagné au piano par Louise-André Barry. Sei ruhig, bleibe ruhig.
säuselt der Wind. Viel's feine Knabe, du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen dich nächtlichen Wein und wiegen und tanzen und singen dich ein, sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort, der Königtöchter am Wüsternord? Mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so mach ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fass mich an, der König hat mir ein Leid getan. Den Vater grauset, reitet geschwind, hält in Armen das essende Kind. Reicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot. Bernard Levasseur, baryton, accompagné au piano par Louise-André Barry. Nous écoutions Erlkönig, ou le roi des aulnes, de Schubert. Et c'est un lied qui date de 1815, donc une date significative puisqu'elle coïncide avec le début de la production des lieder de Schubert, et Dieu sait qu'il en a composé au-delà de 600. Donc c'est très impressionnant. En effet, et on le mentionne parce que c'est un de ces leaders entièrement composés, sans répétition, qui s'adapte parfaitement au récit de la ballade, au récit du texte, qui est une des composantes essentielles qui détermine le lead. La fidélité au texte, donc, et éviter la répétition, puisque la musique qui se répète ne correspond pas au texte qui est différent. Donc, Erlkönig, dans ce sens, est une réussite superbe. Justement, puisqu'on parle des textes, est-ce que Schubert écrit toujours sur des textes déjà parus? Oui, et en plus, Schubert est peut-être davantage musicien que sensible à la poésie comme telle. On lui a souvent fait le reproche de prendre parfois des textes qui ne sont pas de niveau de son propre art, mais je pense que pour Schubert, tout ce qu'il touchait se transformait comme par une baguette magique en miniature superbe. Ce que Schubert a fait, en plus, c'est de commencer à chercher la solution de l'éclatement de ces miniatures en les regroupant dans des cycles de lieder autour d'un thème commun. Il a fait la belle meunière, le Winterreise, mais pour nous, l'étape suivante sera ici Schumann, qui est l'héritier direct de Schubert, mais dans le sens de la maturation du lied, il nous apportera vraiment quelque chose qui lui est tout à fait original. Et justement, dans le cas de Schumann, on peut peut-être dire que ces lieder sont un substitut à l'opéra, qu'il aurait tant aimé pouvoir écrire. Oui, et ils ont tous les compositeurs de lieder, c'est étrange, étaient touchés par le désir profond d'écrire des opéras avec un obstacle intérieur qu'ils n'arrivaient pas à franchir. Beethoven a écrit un seul, Schubert en a écrit plusieurs, mais aucun n'a réussi vraiment, et Schumann a essayé, mais en vain. Alors, comme une substitution, il crée des lieder qui en soi sont des véritables opéras, mais pensés sur une autre logique dramatique. Alors, je choisis ici les Dichterliebe comme un exemple parmi les plus caractéristiques, où Schumann présente une histoire d'amour romantique, bien sûr toujours aboutissant dans le tragique, avec un sens visionnaire à la fois de la mélancolie, du drame, du pessimisme,
C'est un cycle magnifique, mais il est terrifiant à certains moments. Ce qui serait important à retenir, c'est le rôle de plus en plus significatif du piano. Le piano est un acteur dramatique dans le lied, et d'autre part, la présence des dissonances très bien choisies sur chaque élément du texte qui donne ce frisson et cette terreur dans celui que j'ai choisi pour vous. C'est le 7e des Dichterliebe, Ich grolle nicht, je ne t'en veux pas, mais... mais nous pouvons l'écouter. Alors nous retrouvons à nouveau Bernard Levasseur, accompagné au piano par Louise-André Barry. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb, ich grolle nicht, wie du erstrahlst in Diamantenpracht, es fällt ein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume und sah dich lang in ihrem Herzen fließt. Ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich grolle nicht, ich grolle nicht. Bernard Levasseur et Louise-André Barry dans ce Ich grolle nicht, je ne t'en veux pas, tiré du Dichterliebe de Schumann ou les amours du poète, sur des vers corrosifs de Heine. J'ai vu la nuit dans ton cœur et le serpent qui ronge ton cœur. Ah, c'est terrifiant quand on l'écoute, en effet, mais justement, Schumann se trouve au cœur de l'époque romantique et ses moyens musicaux, son inspiration, sont l'expression de ce Weltschmerz qui est tellement caractéristique pour les artistes de ce temps. La difficulté de vivre, la difficulté d'assumer ce que la vie apporte, et ça se manifeste dans le lied. Cependant, il y a une autre étape, il y a le cheminement que le lied fait, et à partir de Schumann, nous pourrons suivre donc une évolution qui est tout à fait parallèle à d'autres formes musicales au cœur du romantisme, c'est-à-dire une amplification et dans la forme et dans le matériau sonore, parce que au-delà de la voix, au-delà du piano, l'expression cherche d'autres outils, et c'est ainsi qu'à la fin de son cheminement, le lied demandera un appui plus solide, plus sur le plan sonore, plus versatile et plus expressif que le piano. Le lied prendra l'orchestre et il se transformera au fur et à mesure, littéralement, en lied symphonique. À cause surtout de Brahms. À cause de Brahms et ceux qui vont suivre. Brahms a commencé dans la tradition germanique la plus pure, les leaders très secrets, très intimes, avec une veine populaire qui sont de toute évidence le contraire de ce que Schumann faisait. À vrai dire, Brahms a vu de trop près la folie romantique. Pour sombrer, son ami Schumann, il a vraiment vu cheminer. Donc il s'est bien gardé d'entrer dans ce jeu, et un homme nordique, équilibré, et malgré tout extrêmement sensible à ce climat dans lequel il baignait, eh bien, ses leaders retrouvent cela. Et s'il s'agit encore de miniatures, peut-on parler d'intimité? C'est étonnant, c'est oui. Et justement, l'exemple que je vous propose ici, c'est la rhapsodie pour alto, chœur et orchestre, cette mutation du lied qui demande des moyens symphoniques et où l'intimité est parfaitement préservée. Je crois qu'on peut difficilement trouver chez un autre compositeur l'art de l'intimité comme cette intimité chez Brahms. C'est le secret,
C'est la confidence. Et cette rhapsodie pour alto est écrite sur un texte de Goethe qui donne à la fois l'intégration de l'homme dans la nature, projette sur la nature ses émotions et s'intègre comme quelque chose qui va de soi. L'homme fait partie de la nature. Alors dans cette rhapsodie pour alto, dont j'ai choisi juste l'étape finale, une mélodie la plus belle que Brahms peut-être ait écrite. C'était un extrait de la Rhapsodie pour alto, chœur et orchestre de Johannes Brahms. Et après Brahms, toujours dans le domaine de la miniature, quelques expériences expressionnistes, avec surtout Franz Liszt. Bien oui, simultanément on peut dire avec cette sérénité classique de Brahms qui continue la veine la plus classique, on peut dire, du chant germanique. Il y a aussi l'exploration des pistes nouvelles. Liszt les a déjà faites dans le domaine de la musique orchestrale et pianistique, mais dans le Lied, il abordera avec la même intensité la recherche des nouveaux moyens d'expression intense. Liszt, qui était celui qui cherchait l'association entre tous les arts, il était extrêmement sensible au lien entre la poésie et la musique. Donc, dans les leaders de Liszt, surtout à la fin de sa vie, dans les années 1880, nous trouvons des grands soliloques, des méditations à certains moments très durs à porter, parce qu'il intègre toutes les dissonances qu'on n'aurait pas pu imaginer auparavant, des dissonances non résolues, commençant, terminant, maintenant en cours de route, ces dissonances à un chromatisme parfois insupportable. Et comme son contemporain, et il est dans la même veine, je voulais parler ici de Hugo Wolf, dont on a déjà entendu une superbe pièce, un superbe Lied. Dans cette veine expressionniste, la voix se désagrège, elle ne chante plus, elle commence à parler en chantant, anticipation du Sprechgesang, avec une hallucination très intense. Nous sommes parfois au bord de la folie, chez Liszt comme chez Hugo Wolf. Et vous voulez nous proposer un exemple? En effet, ce sera Vergiftet sind meine Lieder, mes chansons sont empoisonnées. Le titre très suggestif.
Peut-on ajouter quelque chose pour boucler la boucle du lied allemand? Peut-être une mise au point, simplement d'établir le cheminement du lied dans son devenir qui est analogue au développement général de l'esprit romantique. Partant de l'idée de l'union de poésie et musique dans un saisie instantané d'un tableau, d'une vision intérieure, le lied réalise en très peu de temps, avec des moyens presque ascétiques, le miracle de créer un drame de poche, on peut le dire, avec la voix et l'accompagnement piano. Donc cette première étape est simplement une mise au point de la relation poésie et musique devenue véritablement une symbiose. L'étape suivante que nous vivrons après Schubert, ce sera celle de Schumann, développant le rôle du piano qui devient un personnage extrêmement significatif dans l'expression même du lied, une poussée très forte, on peut dire, du rôle symphonique du clavier qui est pour nous tout à fait remarquable. Parfois le piano est soliste dans les lieds. D'autre part, dans le développement même de cette idée, le romantisme cherche l'intensité d'expression. Cette intensité d'expression se manifeste dans le choix des textes de plus en plus denses, de plus en plus tendus, presque à la limite de la folie, et en conséquence demandant un appui à la fois du chromatisme et à un certain moment même de l'orchestre. Le piano cédera le pas pour permettre à l'orchestre de compléter et d'intégrer et parfois même de fondre la voix dans le tissu sonore. C'est ce qui arrivera à la fin du XIXe siècle et qui va même dépasser au seuil du XXe. C'est là où je pense au leader de Hugo Wolf, au Gurre-Lieder par exemple de Schoenberg, à Mahler, qui sera peut-être le point final de l'évolution du lied à la recherche de son expression profonde avec la dissolution de la voix qui est déjà au seuil du Sprechgesang. Et on finira par écrire des miniatures pour piano seul. En effet, alors si nous quittons le domaine de la musique vocale, nous pourrons retrouver le piano qui fait un chemin tout à fait parallèle sur le plan chronologique. D'une façon systématique, il y a la préoccupation analogue de retrouver au piano l'intimité que le lied a réussi à créer de façon magnifique. Et avec ces miniatures, le piano s'ouvre à tout le monde en quelque sorte et on doit retrouver du meilleur et du pire. Mais oui, c'est ça le problème de la miniature au piano. Le piano est devenu l'instrument de salon du bourgeois moyen et pratiquement tout le monde fait du piano. C'est une nécessité à la fois sociale et culturelle. Alors, dans la miniature pour le piano, nous trouvons aussi bien des pièces de salon, du véritable kitsch, et d'autre part des véritables diamants que le public sait apprécier, il sait les distinguer. Ce qui est intéressant ici de marquer, c'est que dans la miniature pour le piano, il y a véritablement une recherche de solutions qui se pose au compositeur au sujet de la forme musicale. C'est-à-dire, nous sommes à l'époque où la sonate devient une forme cyclique volumineuse avec laquelle on a des problèmes. Beethoven les posera tous les problèmes du monde, puis ses successeurs ne sauront pas comment vraiment continuer sur cette piste. La multiplicité des thèmes ne facilite pas la cohérence des formes. Alors, au lieu de se battre avec le géant, on va se rabattre sur l'art de la miniature, une idée à la fois, une idée musicale concentrée, tout est dit en espace de quelques mesures. Et voilà, l'art de la miniature commencera avec des titres les plus variés, les plus suggestifs, la romance, le prélude, les nocturnes. Eh bien, la collection est vaste des étiquettes, mais ils ont tout en commun l'objectif de saisir sur le vif et de cristalliser une idée musicale et lui donner le maximum d'intensité. Et c'est le cas pour l'extrait que vous nous avez choisi, le prélude opus 28, numéro 20 de Chopin, interprété ici par le pianiste Kemal Gekic.
Le pianiste Kemal Gekic et le prélude opus 28 numéro 20 de Chopin. Mais histoire de mieux comprendre son évolution, revenons un petit peu en arrière, si vous le voulez bien, pour parler peut-être des antécédents de l'art de la miniature, parce que le romantisme n'a pas inventé la miniature. Non, c'est tout à fait vrai. Le romantisme ne l'a pas inventé, et je pense ici surtout à la musique instrumentale, les instruments solistes. À vrai dire, c'était déjà un genre de prédilection des époques précédentes, et je pense en particulier à la Renaissance et à l'époque baroque. L'art du luth est basé totalement sur les miniatures qui lui sont destinées. Et bien sûr, je rappelle ici le clavecin 17e et 18e siècle est tout à fait dans cette ambiance, dans ce style, avec un élément programmatique en général bien marqué. Et des instruments qui créent un climat d'intimité aussi. En effet, surtout, je pense ici à la musique française. Couperin et ses contemporains ont donné le modèle de la miniature. J'ajouterai ici comme mention, comme prédécesseur immédiat de Chopin au clavier, ce sera Domenico Scarlatti avec ses sonates ou esercizi comme il les appelait. Il réussissait l'équivalent de ce que Chopin pouvait faire pour le piano, avec très peu de moyens, créer un maximum d'effets en très peu de temps. Mais avec le romantisme, en quoi la miniature change-t-elle? Par l'ambition de la profondeur. Pour Domenico Scarlatti, ces sonates est un jeu sans prétention. Pour les romantiques, c'est un instant de méditation, d'intimité, d'introspection, ou par contre d'un feu d'artifice. De virtuosité. De virtuosité aussi. Très souvent aussi, la virtuosité est cachée. On ne la voit pas, mais elle est au service de l'élément sonore. Et pour produire cet effet, ce timbre, ce climat sonore, la virtuosité est une alliée tout à fait remarquable. Mais on doit retenir aussi le cadre intime. Le cadre intime, d'une part, il y aura son contraire un petit peu plus tard. Et pour l'instant, je crois qu'on ne peut pas imaginer mieux que l'œuvre de Chopin que je propose ici, associant à la fois le cadre intime et les moyens pianistiques remarquables. La main gauche à surveiller, c'est en soi un chef d'orchestre. La berceuse opus 57 de Chopin, Marc Durand, est au piano.
Marc Durand et la berceuse opus 57 de Chopin. Nous étions dans la confidence, dans l'intimité, mais la virtuosité ne cesse pas de s'exprimer pour autant à cette époque. Nous nous rencontrons ici sur un terrain très favorable à la virtuosité. C'est peut-être contradictoire, la miniature étant pensée pour l'expression intime, très personnelle, très subjective. Il n'y a pas été possible d'éviter la tentation diabolique de la grande parade. Et on réalise que ce goût du public pour la virtuosité va toucher aussi ce genre très intime par excellence. Je pense ici immédiatement aux grands virtuoses de cette époque, à Liszt, même si bien d'autres musiciens ont touché le genre et lui ont donné la marque très précise de grande parade technique. Ici, un instant d'arrêt pour expliquer comment et qu'est-ce que Liszt fait avec ses miniatures. Jeune homme, Liszt a entendu la virtuosité de Paganini au violon. C'est Paganini qui l'a impressionné, qui lui a donné l'idée de transposer la virtuosité diabolique de Paganini au clavier. À partir de ce moment-là, Liszt a constamment travaillé sur les innovations techniques au clavier pour enrichir la sonorité, le jeu et dans la technique même, dans le comportement du pianiste, physiquement parlant, face à son instrument. Il a fait des trouvailles qui aujourd'hui sont considérées comme tout à fait modernes et naturelles, allant de soi, alors qu'à l'époque de Liszt, c'était vraiment quelque chose de spectaculaire. Alors, techniquement parlant, il a écrit nombre de pièces avec cette connotation à la fois de virtuosité, d'un instant concis, mais il a largement dépassé la concision des miniatures de Chopin. Nous avons souvent affaire à des poèmes symphoniques. C'est ainsi que se sont transformées ces œuvres pour le clavier. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette virtuosité ? Il a écrit des études justement pour résoudre des problèmes de virtuose, pour les intégrer dans toutes les œuvres pour le piano qu'il a faites. L'exemple que nous avons ici, cette étude d'exécution transcendante qui est appelée Chasse-Neige, nous montrera les sauts d'octaves, les octaves parallèles, les traits de virtuosité traversant tout l'espace sonore du clavier, le jeu avec des trilles et pour l'illustration sonore du programme, une grosse tempête de neige dans la main gauche, donc une consécration de la technique de la main gauche tout à fait remarquable et la mélodie au centre donnée à la main droite.
Chasse-Neige, des études d'exécution transcendante de Franz Liszt, interprétées par le pianiste Stéphane Sylvestre. Alors comme on le voit, et c'en est la preuve, Liszt fait preuve d'une virtuosité, d'innovation technique inouïe, mais tout cela parce qu'il est pianiste virtuose lui-même, je suppose. Il a associé parfaitement bien sa vocation de compositeur et de pianiste virtuose, et très admiré par son public. Il a toujours aimé le séduire. Ces innovations pianistiques ne sont pas simplement le feu d'artifice pour que le public soit impressionné, mais ils rentrent dans le tissu musical comme une innovation de la matière sonore elle-même. Et c'est par là qu'on peut retenir cette exploration de tout l'espace sonore du clavier en ajoutant des innovations qui sont en même temps harmoniques, chromatisme très poussé, l'utilisation des accords. Il va vraiment très loin sur cette piste. Mais est-ce qu'il arrive à résoudre le problème de la cohérence de la forme? Non, au contraire, il le complique. Si nous sommes partis de la miniature dans le sens vraiment d'une œuvre très concise, Liszt, avec son aspiration d'ajouter à la matière sonore le brillant, la richesse et tout, à vrai dire, complique la forme comme telle en lui donnant une ampleur assez considérable et justement ne trouve pas comment lui donner la cohésion nécessaire. Parce que c'est une juxtaposition très souvent de multiples idées et non pas le développement d'une même idée qui était le premier principe d'ailleurs de la miniature. Donc le problème, Liszt ne le résoudra pas, mais un de ses contemporains qui a été conscient de cela a trouvé la solution. Finalement, il a modelé ses œuvres sur la solution des cycles des leaders. Et vous voulez parler de Robert Schumann. Voilà, exactement. Je veux parler de Schumann qui a, dans ses cycles des leaders, résolu le problème de l'unité et de la cohérence, et il fait exactement la même chose au piano en associant autour d'un thème poétique commun une série de miniatures, de pièces, cette fois-ci vraiment miniatures, mais qui donnent une cohésion dans l'ensemble. Alors je vous propose ici le Carnaval opus 9 avec 3 personnages caractéristiques et contrastants, Eusebius le sage, Florestan exubérant et Chiarina le charme féminin personnalisé. Qui seront les héritiers de Liszt et de Schumann et quelle direction l'art de la miniature prendra-t-il dorénavant? Il n'y a pas véritablement de coupure. L'héritage accumulé au XIXe siècle arrivera progressivement à un point tournant, peut-être moins dramatique que celui que nous avons suivi avec le Lied, pour la bonne raison que le piano restera toujours le piano et il n'y aura pas d'addition d'orchestre dans la miniature comme c'était le cas pour les leaders. Ce qui se produira, ce sera un changement très graduel et très nuancé dans le tissu harmonique, dans l'exploitation même du timbre du piano à travers les harmonies. Je pense ici à ceux qui sont justement dans cette charnière
le passage du 19e au 20e siècle, des musiciens qui auront connu le romantisme dans ce qu'il avait de plus vivant, de plus explicite, donc la virtuosité et le piano de Liszt, et d'autre part qui sentiront qu'il est temps de se tourner vers autre chose. Mais il n'y a pas vraiment de coupure. Alors je pense ici à Rachmaninov, surtout à Scriabine, qui a pressenti au piano la brisure avec la tonalité. Il est déjà au seuil de la tonalité. Et donc les œuvres de Scriabine sont la continuité de Liszt au piano. Je dirais même que Scriabine ajouterait une coloration qui lui est très propre à la virtuosité du piano, qui est plus subtile, encore plus nuancée, et ce n'est pas vraiment pour épater le grand public, mais c'est dans l'exploration de la matière sonore qui est la fascination du 19e siècle, transmis ensuite au 20e. Donc Scriabine, comme point d'aboutissement de ce cheminement dans le sens très général du terme, mais aussi je mentionnerai un Français très discret, mais pourtant révolutionnaire dans sa discrétion. Ici, ce que je voudrais sortir un très vieux proverbe qui dit que l'eau douce creuse les sillons les plus profonds. Debussy, c'est de lui qu'il s'agit. Je voulais surtout souligner l'apport au piano et au répertoire pianistique de Debussy qui s'enchaîne à la tradition du clavier français. Couperin et Debussy, c'est la lignée non interrompue, mais aussi la connaissance assez profonde du piano romantique, peut-être Chopin et Liszt réunis, avec une sensibilité extrême pour la couleur sonore du piano, obtenue, nuancée, augmentée encore par les accords traités en soi comme des agrégats, en dehors même des systèmes de référence tonale, mais avec beaucoup de subtilité. Donc, si on résume, pas de coupure, mais une transformation subtile du langage. Ainsi, on peut définir les préludes de Debussy, justement faits comme un hommage au prélude du clavier bien tempéré de Bach, sur le même principe, mais avec une connotation poétique suggérée à la fin de chaque œuvre, connotation poétique qui sonne de façon tout à fait romantique. Et nous entrons par le fait même de plein pied dans le XXe siècle. Et avant de nous quitter, nous allons écouter la terrasse des audiences du clair de lune, tirée du recueil des préludes, deuxième recueil de Claude Debussy, interprété par Marc Durand au piano.